Le soleil de juin se couchait sur Paris, baignant la ville d'une lueur dorée qui s'infiltrait à travers les hautes fenêtres de la Bibliothèque nationale de France. Dans une salle poussiéreuse du département des manuscrits, le professeur Antoine Durand, historien renommé spécialisé dans l'époque napoléonienne, était penché sur une pile de documents jaunis par le temps. Ses yeux fatigués parcouraient inlassablement les pages, à la recherche d'un indice, d'une révélation qui pourrait éclairer d'un jour nouveau l'histoire de l'Empire français. Antoine, la cinquantaine bien entamée, portait sur son visage les marques d'une vie dédiée à l'étude. Ses cheveux grisonnants étaient en désordre, et ses lunettes glissaient constamment sur son nez aquilin. Vêtu d'un costume élimé qui avait connu de meilleurs jours, il incarnait l'image parfaite du professeur distrait, totalement absorbé par sa quête de connaissances. Alors que l'horloge murale indiquait 21 heures passées, Antoine soupira, se frottant les yeux. Il s'apprêtait à ranger ses affaires quand un mouvement attira son attention. Un morceau de papier, délicatement plié, venait de glisser d'un vieux livre qu'il n'avait pas encore examiné. Intrigué, Antoine saisit le document avec précaution. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il dépliait le papier fragile. Dès qu'il posa les yeux sur l'écriture, son cœur fit un bond dans sa poitrine. « Mon Dieu » murmura-t-il, son souffle coupé par l'émotion. C'est l'écriture de Napoléon. La lettre, datée des derniers jours de l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène, était rédigée d'une main tremblante mais déterminée. Antoine commença à lire, ses yeux s'écarquillant à chaque ligne. « À celui qui trouvera cette lettre. Je lègue mon plus grand secret. Une œuvre qui révèle la véritable nature de mon empire est cachée, protégée des yeux indiscrets et de ceux qui voudraient réécrire l'histoire à leur avantage. Suivez le code, et vous trouverez ce que j'ai dissimulé aux yeux du monde. Mais prenez garde, car la vérité que vous découvrirez pourrait ébranler les fondations mêmes de notre nation. » Antoine relut la lettre plusieurs fois, son esprit tournant à toute vitesse. Un secret. Un code ? Que pouvait bien avoir caché Napoléon qui soit si important, même 2 siècles après sa mort? Perdu dans ses pensées, il sursauta violemment lorsqu'une voix retentit derrière lui. « Professeur Durand ? Vous êtes encore là ?» Antoine se retourna pour voir Sophie Leblanc, sa jeune assistante, qui le regardait avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Sophie, brillante étudiante en doctorat d'histoire, travaillait avec Antoine depuis près d'1 an. Ses longs cheveux bruns étaient attachés en un chignon désordonné, et ses yeux vifs brillaient d'intelligence derrière ses lunettes à monture fine. « Sophie » balbutia Antoine, encore sous le choc de sa découverte. « J'ai trouvé quelque chose d'incroyable. » Sophie s'approcha, intriguée par l'excitation évidente de son mentor. « Qu'est-ce que c'est, professeur ?» Antoine hésita un instant. Devait-il partager sa découverte? Le secret de Napoléon semblait si lourd de conséquences. Mais en regardant le visage ouvert et enthousiaste de Sophie, il sut qu'il ne pouvait pas garder cela pour lui seul. « Sophie, dit-il en baissant la voix, comme s'il craignait que les murs eux-mêmes ne l'entendent, nous sommes sur le point de réécrire l'histoire. » Il lui tendit la lettre, observant attentivement sa réaction alors qu'elle lisait. Les yeux de Sophie s'agrandirent, passant de l'incrédulité à l'émerveillement. « Professeur, murmura-t-elle, c'est extraordinaire. Mais que pensez-vous que cela signifie? Quel pourrait être ce secret ?» Antoine secoua la tête, un mélange d'excitation et d'appréhension dans la voix. « Je n'en ai aucune idée, Sophie. Mais je sais une chose, nous devons découvrir la vérité. » Alors qu'ils discutaient à voix basse des implications de leur découverte, aucun d'eux ne remarqua l'ombre qui passa furtivement devant la porte de la salle d'archives. Une silhouette sombre qui disparut aussi vite qu'elle était apparue, emportant avec elle le secret de sa présence. Antoine et Sophie passèrent les heures suivantes à examiner minutieusement la lettre, cherchant le moindre indice qui pourrait les mettre sur la piste du code mentionné par Napoléon. La nuit était bien avancée lorsqu'ils décidèrent finalement de rentrer chez eux, la tête pleine de questions et le cœur battant d'anticipation. « Sophie, dit Antoine alors qu'ils quittaient la bibliothèque, nous devons être extrêmement prudents. Si ce secret est aussi important que Napoléon le laisse entendre, il pourrait y avoir des gens prêts à tout pour l'obtenir. » Sophie acquiesça gravement. « Je comprends, professeur. Que faisons-nous maintenant ?» Antoine regarda autour de lui, soudain conscient de l'obscurité qui les entourait. Les rues de Paris, habituellement si vivantes, semblaient maintenant pleines de secrets et de dangers potentiels. « Demain, dit-il finalement, nous commencerons notre quête. Mais pour l'instant, rentrez chez vous et reposez-vous. » Et Sophie, ajouta-t-il en la regardant droit dans les yeux, ne parlez de ceci à personne. Absolument personne.
Alors qu'ils se séparaient, chacun prenant le chemin de son domicile, Antoine ne pouvait s'empêcher de penser aux implications de leur découverte. Quel secret Napoléon avait-il jugé si important qu'il fallait le cacher même après sa mort? Et quel danger les attendait sur le chemin de la vérité? Cette nuit-là, alors que Paris dormait, deux esprits restaient éveillés, tournant et retournant les mots de Napoléon dans leur tête. Une aventure venait de commencer, une quête qui promettait de les emmener au cœur même de l'histoire de France, avec tous les périls et les merveilles que cela impliquait. Le premier pas avait été fait. Le secret de Napoléon les attendait, caché quelque part dans les méandres du temps et de l'histoire. Antoine et Sophie étaient prêts à relever le défi, ignorant encore les dangers qui les guettaient dans l'ombre et les révélations qui allaient bouleverser leur monde. L'aube se levait à peine sur Paris lorsqu'Antoine Durand ouvrit les yeux, l'esprit encore embrumé par une nuit agitée. Les rêves de codes secrets et de trésors cachés avaient hanté son sommeil, entremêlés d'images de Napoléon lui chuchotant des énigmes à l'oreille. Il se leva, le corps lourd mais l'esprit en ébullition, impatient de reprendre ses recherches. Son petit appartement du quartier latin, habituellement si ordonné, ressemblait maintenant à un champ de bataille intellectuel. Des livres d'histoire jonchaient le sol, des cartes de la France napoléonienne tapissaient les murs, et des notes griffonnées à la hâte recouvraient chaque surface disponible. Au milieu de ce chaos organisé, la lettre de Napoléon trônait sur son bureau, protégée par une chemise plastifiée. Antoine se préparait un café lorsqu'on frappa à sa porte. Il ouvrit pour découvrir Sophie, les bras chargés de croissants encore chauds et de dossiers. « Bonjour, professeur, dit-elle avec un sourire enthousiaste. J'espère que je ne vous réveille pas ?» Antoine ne put s'empêcher de sourire face à l'énergie de sa jeune assistante. « Entrez, Sophie. Je vois que vous êtes aussi impatiente que moi de commencer. » Ils s'installèrent autour de la table de la cuisine, transformée en quartier général improvisé. Tout en dégustant leurs croissants, ils étalèrent leurs notes et commencèrent à analyser la lettre de Napoléon sous tous les angles. « Regardez, professeur, s'exclama soudain Sophie, pointant du doigt un détail sur la lettre. Ces petits points à côté de certaines lettres, ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas? Antoine ajusta ses lunettes, scrutant le document. Bien vu, Sophie. C'est subtil, mais, oui, vous avez raison. C'est probablement un code à substitution. Napoléon était connu pour son utilisation de codes secrets dans sa correspondance militaire. Excités par cette découverte, ils passèrent les heures suivantes à tenter de déchiffrer le message caché. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsqu'enfin, les mots commencèrent à prendre forme. Le premier indice se trouve là où l'aigle a fait son nid. Cherchez la rose qui ne fane jamais. Antoine se laissa aller contre le dossier de sa chaise, frottant ses yeux fatigués. L'aigle, c'est évidemment une référence à Napoléon lui-même. Mais où a-t-il fait son nid? Sophie, qui feuilletait frénétiquement un livre sur les résidences impériales, s'écria soudain, le château de Fontainebleau. C'était sa résidence préférée, il l'appelait « la vraie demeure des rois, la maison des siècles ». Ça doit être ça. Antoine hocha la tête, impressionné. Excellent travail, Sophie. Et la rose qui ne fane jamais, ça doit être une sculpture ou une peinture. Quelque chose de permanent dans le château. Alors qu'ils se préparaient pour leur voyage à Fontainebleau, Antoine ne pouvait s'empêcher de penser aux implications de leur découverte. Que pourrait bien être cette œuvre cachée par Napoléon? Et pourquoi l'avait-il gardée secrète pendant toutes ces années? Le trajet jusqu'à Fontainebleau fut rempli de spéculations et d'hypothèses. Sophie, assise à côté d'Antoine dans le train, ne cessait de consulter ses notes, cherchant le moindre indice qu'ils auraient pu manquer. « Professeur, dit-elle soudainement, vous ne pensez pas que nous devrions informer les autorités de notre découverte ?» Antoine secoua la tête, son visage soudain grave. « Pas encore, Sophie. Nous ne savons pas exactement ce que nous cherchons, ni qui d'autre pourrait être intéressé par ce secret. Pour l'instant, moins de personnes sont au courant, mieux c'est. » Sophie acquiesça, mais Antoine pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. Il réalisa alors que leur quête pourrait être plus dangereuse qu'il ne l'avait initialement pensé. Arrivés à Fontainebleau, ils furent immédiatement frappés par la majesté du château. Les jardins impeccablement entretenus et les façades imposantes témoignaient de la gloire passée de l'Empire français. « Par où commençons-nous, professeur ?» demanda Sophie, impressionnée par l'ampleur de la tâche qui les attendait. Antoine scrutait les alentours, cherchant un point de départ. La rose qui ne fane jamais. Ça pourrait être n'importe où dans ce labyrinthe. Commençons par les appartements de Napoléon. S'il a caché quelque chose ici, c'est probablement dans un endroit qui lui était familier.
Ils passèrent des heures à explorer chaque recoin du château, examinant minutieusement chaque peinture, chaque sculpture, chaque ornement qui pourrait correspondre à l'indice de la rose. Mais malgré leurs efforts, la journée s'écoula sans qu'ils ne trouvent la moindre piste. Épuisés, ils s'assirent sur un banc dans le jardin de Diane, le soleil couchant baignant le parc d'une lumière dorée. Peut-être que nous nous trompons, soupira Sophie, la déception évidente dans sa voix. Peut-être que ce n'est qu'une légende après tout. Antoine allait répondre quand une voix les fit sursauter. Vous cherchez quelque chose de particulier ? Ils se retournèrent pour voir une femme élégante d'une cinquantaine d'années qui les observait avec un mélange de curiosité et d'amusement. Ses yeux vifs scrutaient Antoine et Sophie, comme si elle cherchait à percer leur secret. « Je suis Élise Beaumont, la conservatrice du château », se présenta-t-elle. « Je vous ai vu fouiller partout toute la journée. Peut-être puis-je vous aider ?» Antoine hésita, échangeant un regard avec Sophie. Devait-il faire confiance à cet inconnu ? Mais quelque chose dans le regard d'Élise, une lueur de compréhension peut-être, le poussa à prendre un risque. « Madame Beaumont, commença-t-il prudemment, nous recherchons quelque chose en rapport avec Napoléon. Une rose qui ne fane jamais. Cela vous dit-il quelque chose ? Le visage d'Élise s'illumina soudain. La rose qui ne fane jamais. Je crois savoir de quoi il s'agit. Suivez-moi. Elle les conduisit à travers un dédale de couloirs, jusqu'à une petite pièce cachée derrière la bibliothèque impériale. Là, sur un mur, se trouvait une fresque magnifique représentant une rose dorée, ses pétales semblant briller sous la faible lumière. Cette fresque a été découverte il y a quelques années lors de travaux de rénovation, expliqua Élise. Nous n'avons jamais vraiment compris sa signification ou pourquoi elle était cachée. Antoine s'approcha, fasciné. Il remarqua alors de minuscules inscriptions autour de la rose, presque invisibles à l'œil nu. « C'est un autre code », s'exclama-t-il. « Sophie, prenez des notes, vite !» Alors qu'il copiait frénétiquement les inscriptions, un bruit de pas se fit entendre dans le couloir. Élise pâlit soudainement. « Vite, cachez-vous », chuchota-t-elle en poussant Antoine et Sophie derrière une lourde tapisserie. Une voix d'homme résonna dans la pièce. « Madame Beaumont, on m'a dit que vous aviez des visiteurs inhabituels aujourd'hui. »« Juste des touristes curieux, monsieur Lefort, » répondit Élise d'une voix qu'elle s'efforçait de garder calme. « Vraiment ?» Le ton de l'homme était menaçant. « J'espère que vous n'oubliez pas notre arrangement. » Antoine sentit Sophie se raidir à côté de lui. Qui était ce Lefort ? Et quel arrangement avait-il avec Élise ? Une fois l'homme parti, Élise les fit sortir rapidement de leur cachette. Son visage était pâle et tendu. « Vous devez partir, maintenant. Et faites attention à vous. Ce que vous cherchez, beaucoup de gens le convoitent. » Alors qu'ils quittaient précipitamment le château, Antoine et Sophie échangèrent un regard lourd de sens. Leur quête venait de prendre un tournant dangereux, et ils réalisaient qu'ils n'étaient peut-être pas les seuls à la poursuite du secret de Napoléon. Dans le train qui les ramenait à Paris, ils restèrent silencieux, chacun plongé dans ses pensées. La découverte de la rose dorée était une avancée majeure, mais elle soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Qui était ce mystérieux Lefort ? Quel danger les attendait ? Et surtout, quel secret si important Napoléon avait-il caché derrière tous ces codes et énigmes ? Une chose était certaine, leur aventure ne faisait que commencer, et le chemin vers la vérité promettait d'être semé d'embûches et de dangers. Le lendemain matin, l'appartement d'Antoine s'était transformé en un véritable quartier général. Des livres d'histoire, des cartes anciennes et des notes griffonnées recouvraient chaque surface disponible. Au centre de ce chaos organisé, Sophie, assise en tailleur sur le sol, étudiait minutieusement les inscriptions copiées de la fresque de Fontainebleau. Antoine, les traits tirés par une nuit blanche, faisait les 100 pas, son esprit tournant à plein régime. « Il doit y avoir quelque chose que nous avons manqué, » marmonnait-il, passant une main nerveuse dans ses cheveux en désordre. Soudain, Sophie bondit sur ses pieds, les yeux brillants d'excitation. « Professeur, regardez !» s'exclama-t-elle, brandissant une feuille couverte de gribouillis. Ces petits points à côté de certaines lettres, ce n'est pas une coïncidence. C'est un code à substitution, comme dans la première lettre. Antoine se précipita pour examiner la découverte de Sophie. Son visage s'illumina progressivement alors qu'il réalisait l'importance de cette observation. « Bien vu, Sophie. C'est brillant. » Napoléon était connu pour son utilisation de codes secrets dans sa correspondance militaire. Il a dû utiliser une technique similaire ici. Ils passèrent les heures suivantes penchés sur le document,
déchiffrant laborieusement le message caché. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque, enfin, les mots commencèrent à prendre forme. Le temple de la vérité se trouve là où le cœur de Paris bat. La clé est cachée dans l'ombre de Notre-Dame. Antoine se laissa tomber dans son fauteuil, épuisé mais exalté. Le cœur de Paris. Ça pourrait être n'importe où. La Cité? Les Halles? Le Louvre? Sophie, qui feuilletait frénétiquement un livre sur l'histoire de Paris, s'arrêta soudainement. Et si c'était littéral, professeur? Le cœur anatomique de Paris? Antoine la regarda, intrigué. Que voulez-vous dire? L'église Saint-Le-Saint-Gilles, expliqua Sophie, son excitation grandissante. Elle est située presque exactement au centre géographique de Paris. Et elle a une histoire fascinante liée à la Révolution et à l'Empire. Antoine hocha lentement la tête, impressionné une fois de plus par les connaissances de son assistante. C'est une piste intéressante. Mais que signifie l'ombre de Notre-Dame? Avant que Sophie ne puisse répondre, on frappa à la porte. Les deux chercheurs échangèrent un regard inquiet. Qui pouvait bien venir les déranger en plein milieu de leurs recherches? Antoine se leva prudemment et alla ouvrir. Son visage se figea en reconnaissant la visiteuse. « Bonsoir, Antoine, » dit une femme d'une cinquantaine d'années, élégamment vêtue. « Cela fait longtemps. »« Marguerite, » balbutia Antoine, visiblement secoué. « Que fais-tu ici ?» Sophie observait la scène, intriguée. La tension était palpable entre les deux. Marguerite entra dans l'appartement, son regard balayant le chaos organisé. « J'ai entendu dire que tu avais fait une découverte intéressante. » À propos de Napoléon. Antoine se raidit. « Comment es-tu au courant ?» Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Marguerite. « J'ai mes sources. Tu te souviens de notre projet, il y a 20 ans? Celui que nous avons abandonné ?» Sophie intervint, incapable de contenir sa curiosité. « Quel projet ?» Antoine soupira, passant une main fatiguée sur son visage. « Marguerite et moi, nous étions mariés. Et nous travaillions ensemble sur une théorie concernant un trésor caché de Napoléon. Mais nous avons abandonné quand? Quand notre fille est morte, termina Marguerite, sa voix tremblant légèrement. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Sophie regardait alternativement Antoine et Marguerite, réalisant soudain la profondeur de l'histoire qui les liait. Marguerite reprit, « Antoine, ce que tu as découvert, c'est la pièce manquante que nous cherchions. Nous devons terminer ce que nous avons commencé. » Antoine secoua la tête. « C'est du passé, Marguerite. J'ai une nouvelle vie maintenant, de nouvelles responsabilités. Et de nouveaux dangers, ajouta Marguerite, son ton devenant grave. Tu n'es pas le seul sur cette piste, Antoine. Il y a des gens puissants qui cherchent ce secret depuis des décennies. Des gens comme Jacques Lefort. » Sophie sursauta. « Lefort? Nous avons entendu ce nom à Fontainebleau. » Marguerite hocha la tête. Il dirige une organisation secrète obsédée par les trésors napoléoniens. Et il ne reculera devant rien pour obtenir ce qu'il veut. Antoine se tourna vers Sophie, puis de nouveau vers Marguerite. Il réalisait que sa quête venait de prendre une dimension bien plus personnelle et dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. « Très bien, dit-il finalement. Nous allons travailler ensemble. Mais cette fois, nous irons jusqu'au bout. » Les heures suivantes furent consacrées à mettre Marguerite au courant de leur découverte. Son expertise en cryptographie s'avéra précieuse pour affiner leur interprétation du code. « L'ombre de Notre-Dame, » murmura Marguerite, pensive. « Et si ce n'était pas littéral? Et si cela faisait référence à quelque chose de plus abstrait, comme une influence ou un héritage? » Sophie bondit sur ses pieds. « Le petit pont !» s'exclama-t-elle. « C'est l'un des plus anciens ponts de Paris, juste à côté de Notre-Dame. Il a été reconstruit plusieurs fois au cours de l'histoire, mais ses fondations remontent à l'époque romaine. » Antoine et Marguerite échangèrent un regard impressionné. « C'est une excellente piste, » approuva Antoine. « Nous devrions aller vérifier dès que possible. » Alors qu'ils se préparaient à partir, Marguerite les arrêta. « Attendez. Nous devons être prudents. Si le fort est impliqué, nous ne pouvons pas simplement débarquer là-bas en plein jour. » Antoine acquiesça gravement. « Tu as raison. Nous irons cette nuit, quand les rues seront moins fréquentées. » Le soir venu, les trois chercheurs se faufilèrent dans les rues sombres de Paris. L'atmosphère était tendue, chacun conscient des dangers potentiels qui les guettaient.
Arrivés au petit pont, ils commencèrent à examiner minutieusement chaque recoin, chaque pierre, à la recherche d'un indice. Soudain, Sophie poussa un cri étouffé. Ici. Regardez. Dans une anfractuosité du pont, presque invisible à l'œil nu, se trouvait un petit médaillon en bronze. Gravé dessus, un aigle impérial tenait dans ses serres une clé. Alors qu'Antoine s'apprêtait à saisir le médaillon, une voix les figea sur place. « Je vous conseille de ne pas toucher à ça, professeur Durand. » Ils se retournèrent pour voir Jacques Lefort, entouré de 2 hommes à l'allure menaçante. Son sourire froid contrastait avec la lueur dangereuse dans ses yeux. « Vous avez fait un excellent travail en nous menant jusqu'ici, continua Lefort. Maintenant, si vous voulez bien me remettre ce médaillon, ainsi que tous vos documents de recherche. » Antoine sentit Sophie et Marguerite se rapprocher de lui. Il savait qu'ils étaient dans une situation critique. Tout ce pourquoi ils avaient travaillé était menacé, et leur sécurité même était en danger. Alors que la tension montait, le bruit distant des sirènes de police se fit entendre. Lefort jeta un regard nerveux par-dessus son épaule. C'était leur chance. Dans un mouvement rapide, Antoine saisit le médaillon et cria « Courez !» Ils s'élancèrent dans la nuit parisienne, poursuivis par Lefort et ses hommes. Leur cœur battait la chamade, l'adrénaline pulsant dans leurs veines. Ils venaient de franchir une nouvelle étape dans leur quête, mais à quel prix? Alors qu'ils se faufilaient dans les ruelles sombres, Antoine serra le médaillon dans sa main. Il ne savait pas encore ce que signifiait ce nouvel indice, mais une chose était certaine, leur aventure venait de prendre un tournant dangereux, et le secret de Napoléon était plus proche que jamais d'être révélé. L'aube se levait sur Paris, baignant la ville d'une lumière blafarde qui semblait refléter l'état d'esprit d'Antoine, Sophie et Marguerite. Réfugiés dans un petit café du Marais, ils reprenaient leur souffle après leur fuite nocturne, leur visage tendu trahissant la gravité de leur situation. Antoine tournait et retournait le médaillon entre ses doigts, son front plissé par la concentration. Ce symbole, murmura-t-il, l'aigle impérial tenant une clé. C'est plus qu'un simple indice. C'est une invitation. Marguerite se pencha pour examiner l'objet de plus près. Ses yeux s'écarquillèrent soudain. Antoine, regarde les serres de l'aigle. Ce ne sont pas de simples griffes, ce sont des chiffres. Sophie, qui jusqu'alors était restée silencieuse, s'anima. Une date peut-être? Ou des coordonnées? Antoine sortit une loupe de sa poche et examina attentivement le médaillon. 18.30.48.86, lut-il lentement. Ce n'est pas une date. Mais ça pourrait effectivement être des coordonnées. Marguerite sortit son smartphone et commença à taper frénétiquement. Ce sont les coordonnées d'un lieu à Paris, annonça-t-elle après quelques instants. Elle pointe vers le cimetière du Père-Lachaise. Un silence pesant s'abattit sur le groupe. Le cimetière du Père-Lachaise, lieu de repos de nombreuses figures historiques, était un endroit chargé d'histoire et de mystère. Nous devons y aller, déclara Antoine, une lueur de détermination dans les yeux. Mais nous devons être prudents. Lefort et ses hommes sont sûrement à notre recherche. Ils quittèrent le café discrètement, se fondant dans la foule matinale des Parisiens se rendant au travail. Le trajet jusqu'au cimetière fut tendu, chacun scrutant les alentours, à l'affût du moindre signe de danger. Arrivés au Père-Lachaise, ils furent frappés par l'atmosphère solennelle et mystérieuse qui régnait entre les tombes anciennes et les allées ombragées. Antoine consulta à nouveau le médaillon, guidant le groupe à travers le dédale de monuments funéraires. « Nous y sommes, murmura-t-il finalement, s'arrêtant devant une tombe modeste, presque oubliée dans un coin reculé du cimetière. La pierre tombale, usée par le temps, portait une inscription à peine lisible. Ici repose Jean-Pierre Bachasson, comte de Montalivet, fidèle serviteur de l'Empire. » Sophie fronça les sourcils. Montalivet? Ce nom me dit quelque chose. C'était le ministre de l'Intérieur de Napoléon, expliqua Marguerite. Un homme de confiance de l'empereur, connu pour sa loyauté sans faille. Antoine s'agenouilla devant la tombe, examinant chaque détail. Soudain, il remarqua une petite cavité à la base du monument. « Regardez, dit-il, le médaillon s'adapte parfaitement ici. » Avec précaution, il inséra le médaillon dans la cavité. Un déclic se fit entendre, et une partie de la pierre tombale pivota, révélant un compartiment secret. À l'intérieur se trouvait un petit coffret en bois, orné de l'emblème impérial. Antoine le saisit d'une main tremblante et l'ouvrit délicatement. Le coffret contenait un vieux journal relié en cuir et une lettre scellée. Antoine déplia la lettre et commença à lire à voix haute. À celui qui trouve ce message.
Si vous lisez ces mots, c'est que vous avez prouvé votre perspicacité et votre détermination. Le journal 6 juin contient la vérité sur mon empire, une vérité que j'ai jugée trop dangereuse pour être révélée de mon vivant. Mais prenez garde, car cette connaissance est un fardeau autant qu'un trésor. La clé finale se trouve là où mon règne a pris fin, dans l'ombre du rocher qui fut ma dernière demeure. N. Bonaparte. Un silence stupéfait suivit la lecture. Sophie fut la première à le rompre. Sainte-Hélène, murmura-t-elle. La dernière demeure de Napoléon. Antoine allait répondre quand un bruit de pas les fit sursauter. Ils se retournèrent pour voir Jacques Lefort émerger de derrière une tombe voisine, un pistolet à la main. « Bravo, professeur Durand, dit Lefort d'une voix doucereuse. Vous nous avez menés exactement où nous voulions aller. Maintenant, si vous voulez bien me remettre ce coffret. » Antoine serra le journal et la lettre contre sa poitrine, reculant instinctivement. « Jamais, gronda-t-il. Ce secret appartient à l'histoire, pas à vous. » Lefort eut un rire sans joie. « L'histoire ? Vous êtes bien naïf, Durand. Ce secret est le pouvoir. Le pouvoir de réécrire l'histoire, de façonner l'avenir. Et ce pouvoir m'appartient de droit. » Soudain, un coup de sifflet retentit, suivi du bruit de plusieurs personnes courant dans leur direction. Lefort jura, jetant un regard nerveux par-dessus son épaule. « Ce n'est pas terminé, Durand, cracha-t-il avant de s'enfuir entre les tombes. Quelques instants plus tard, un groupe de policiers arriva sur les lieux, mené par une femme que Sophie reconnut immédiatement. « Élise Beaumont » s'exclama-t-elle, surprise. La conservatrice de Fontainebleau s'avança, un badge de police à la main. « Inspecteur Beaumont, à vrai dire, dit-elle avec un léger sourire. Je suis désolé de vous avoir caché la vérité, mais nous surveillons le fort depuis des mois. Votre découverte nous a enfin donné l'occasion de le coincer. » Antoine, encore sous le choc, tendit le coffret à Élise. « Vous devriez prendre ça. C'est trop dangereux pour rester entre nos mains. » Élise secoua la tête. « Non, professeur. Ce secret, quel qu'il soit, vous appartient. Vous l'avez découvert, c'est à vous de décider quoi en faire. Mais permettez-moi de vous offrir la protection de la police pour la suite de votre enquête. » Antoine échangea un regard avec Sophie et Marguerite. Il réalisait que leur quête venait de prendre une dimension encore plus grande. Le secret de Napoléon était à portée de main, mais le chemin vers la vérité était plus dangereux que jamais. « Très bien, dit finalement Antoine. Mais nous devons agir vite. La clé finale est à Sainte-Hélène, et je crains que le fort n'ait déjà une longueur d'avance sur nous. » Alors qu'il quittait le cimetière sous escorte policière, Antoine ne pouvait s'empêcher de penser aux mots de Napoléon. Quel secret pouvait être si important, si dangereux, qu'il fallait le cacher pendant plus de 2 siècles? Et était-il prêt à affronter les conséquences de sa découverte? Une chose était certaine, leur aventure était loin d'être terminée. Le voyage vers Sainte-Hélène promettait d'être le chapitre le plus périlleux de leur quête, un voyage qui les mènerait au cœur même du mystère qui avait hanté l'histoire de France pendant des générations. L'avion survolait l'immensité de l'océan Atlantique, transportant Antoine, Sophie, Marguerite et l'inspecteur Beaumont vers Sainte-Hélène. Le petit groupe était silencieux, chacun plongé dans ses pensées, conscient de l'importance de leur mission. Antoine, assis près du hublot, contemplait l'horizon infini. Le journal de Montalivet, qu'ils avaient passé des heures à déchiffrer avant leur départ, reposait sur ses genoux. Son contenu avait soulevé plus de questions que de réponses, évoquant un secret d'État si explosif que Napoléon lui-même avait choisi de l'emporter dans sa tombe. « À quoi pensez-vous, professeur » demanda doucement Sophie, interrompant ses réflexions. Antoine se tourna vers elle, son visage trahissant son inquiétude. « Je me demande si nous avons bien fait de poursuivre cette quête, Sophie. Ce secret, il pourrait changer le cours de l'histoire. » Marguerite, assise de l'autre côté de l'allée, se pencha vers eux. « C'est précisément pour cela que nous devons le découvrir, Antoine. L'histoire ne doit pas être basée sur des mensonges, aussi confortables soient-ils. » L'inspecteur Beaumont, qui écoutait leur conversation, intervint. « Je comprends vos inquiétudes, mais rappelez-vous que le fort est toujours en liberté. Si nous ne trouvons pas ce secret en premier, qui sait ce qu'il pourrait en faire ?» Le reste du vol se déroula dans une atmosphère tendue, chacun réfléchissant aux implications de leur découverte imminente. Lorsqu'ils atterrirent enfin sur la petite piste de Sainte-Hélène, ils furent frappés par l'isolement de l'île. Les falaises escarpées et les landes balayées par le vent semblaient garder jalousement les secrets de Napoléon. Leur guide local, un homme nommé James, les attendait à l'aéroport.
Bienvenue à Sainte-Hélène, et salua-t-il avec un fort accent britannique. J'ai préparé votre visite à Longwood House comme demandé. Le trajet jusqu'à l'ancienne résidence de Napoléon fut silencieux, chacun observant le paysage austère de l'île. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Longwood House, l'atmosphère était chargée d'histoire et de mystère. C'est ici que Napoléon a passé ses dernières années, expliqua James alors qu'ils entraient dans la maison. Chaque pièce a été préservée telle qu'elle était à l'époque. Antoine sortit le médaillon qu'ils avaient trouvé à Paris. Nous cherchons quelque chose en lien avec ceci, dit-il, montrant l'objet à James. Y a-t-il un endroit dans la maison qui pourrait correspondre à l'ombre du rocher mentionné dans la lettre? James réfléchit un moment. Il y a bien un endroit. Suivez-moi. Il les conduisit à l'arrière de la propriété, où un grand rocher surplombait un petit jardin. Napoléon aimait s'asseoir ici pour contempler l'océan, expliqua James. Il disait que c'était le seul endroit où il se sentait encore empereur. Antoine s'approcha du rocher, examinant attentivement sa base. Soudain, il remarqua une petite cavité, similaire à celle de la tombe de Montalivet. Sans hésiter, il y inséra le médaillon. Un mécanisme s'enclencha, et une partie du rocher pivota, révélant une petite alcôve. À l'intérieur se trouvait un coffret en métal, scellé par un cadenas complexe. « C'est incroyable » murmura Sophie, les yeux écarquillés. Marguerite s'approcha pour examiner le cadenas. « Ce n'est pas un mécanisme ordinaire, dit-elle. Il faut un code pour l'ouvrir. » Antoine sortit le journal de Montalivet. « La réponse doit être là-dedans, dit-il, feuilletant frénétiquement les pages. » Pendant qu'Antoine et Marguerite tentaient de déchiffrer le code, Sophie et l'inspecteur Beaumont montaient la garde, scrutant les alentours avec inquiétude. Soudain, un bruit de moteur se fit entendre. Un 4x4 noir approchait à toute vitesse. « Le fort !» s'exclama l'inspecteur Beaumont. « Comment nous a-t-il trouvés ?»« Vite !» cria Antoine. « J'ai le code. » Ses doigts tremblants composèrent la séquence sur le cadenas. Au moment où le coffret s'ouvrait, Lefort et ses hommes surgirent dans le jardin. « C'est terminé », Durand lança Lefort, un pistolet à la main. « Donnez-moi ce coffret, et personne ne sera blessé. » Antoine serra le coffret contre lui, reculant vers le bord de la falaise. Sophie, Marguerite et l'inspecteur Beaumont se placèrent devant lui, formant un bouclier humain. « Vous ne comprenez pas, Lefort, dit Antoine. Ce secret pourrait détruire des vies, ébranler des nations. Il ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. » Lefort eut un rire sans joie. « Et qui décide quelles sont les bonnes mains, professeur? Vous ?» La tension était palpable. Le vent soufflait fort, faisant claquer les vêtements et emportant leurs paroles. Au loin, le grondement de l'océan semblait répondre à la gravité du moment. C'est alors qu'un coup de feu retentit. Tout se passa très vite. L'inspecteur Beaumont s'élança vers le fort, le désarmant d'un mouvement rapide. Sophie et Marguerite maîtrisèrent les hommes de main, tandis qu'Antoine, dans la confusion, ouvrait le coffret. À l'intérieur se trouvait un seul document, une lettre, écrite de la main de Napoléon lui-même. Antoine la déplia avec précaution et commença à lire à voix haute. « À celui qui trouve ce message. Vous tenez entre vos mains le plus grand secret de mon règne. Un secret qui, s'il était révélé, pourrait changer le cours de l'histoire de France et d'Europe. La vérité est que... » Antoine s'arrêta brusquement, son visage pâlissant à mesure qu'il lisait silencieusement la suite. Sophie, Marguerite et même Lefort, maintenus par l'inspecteur Beaumont, retenaient leur souffle. « Mon Dieu » murmura finalement Antoine. « C'est incroyable. » Le vent soufflait toujours, emportant les derniers mots de Napoléon vers l'océan. Sur cette île isolée, au bout du monde, un secret vieux de 2 siècles venait enfin d'être révélé. Mais les conséquences de cette découverte restaient encore à déterminer. Antoine leva les yeux vers ses compagnons, puis vers Lefort. La décision qu'ils allaient prendre dans les prochaines minutes pourrait changer le cours de l'histoire. Le poids de cette responsabilité pesait lourdement sur leurs épaules. Le chapitre se terminait ainsi, laissant le lecteur en suspens, avide de connaître la nature du secret de Napoléon et les choix que nos héros allaient faire face à cette révélation explosive. Le silence qui suivit la lecture d'Antoine était assourdissant. Seul le vent de Sainte-Hélène osait troubler ce moment suspendu dans le temps. Tous les yeux étaient rivés sur le professeur, attendant qu'il partage le contenu de la lettre de Napoléon. Antoine prit une profonde inspiration, son regard balayant les visages tendus autour de lui. Ce que Napoléon a écrit ici, c'est plus qu'un secret d'État.
C'est une vérité qui pourrait ébranler les fondations même de l'Europe moderne. Sophie s'avança, les yeux brillants de curiosité. Que dit-il, professeur? Antoine hésita un instant avant de reprendre sa lecture à voix haute. La vérité est que l'empire que j'ai bâti repose sur un mensonge. Je ne suis pas né en Corse, comme l'histoire le prétend. Ma véritable naissance a eu lieu en secret, dans les appartements privés de Versailles. Je suis le fruit d'une liaison entre Louis XV et une de ses favorites. Mon ascension au pouvoir n'était pas le résultat du hasard ou de mon seul génie militaire, mais d'un plan orchestré depuis ma naissance pour restaurer la lignée royale sous une nouvelle identité. Cette vérité, si elle venait à être connue, remettrait en question non seulement la légitimité de mon règne, mais aussi celle de toutes les monarchies européennes qui se sont opposées à moi. Car dans leurs veines coule le même sang royal que le mien. Un silence stupéfait suivit cette révélation. Même le fort, toujours maintenu par l'inspecteur Beaumont, semblait abasourdi. Marguerite fut la première à retrouver sa voix. Si c'est vrai, cela changerait tout ce que nous pensions savoir sur la Révolution française et les guerres napoléoniennes. Sophie acquiesça, les yeux écarquillés. Ce n'était pas seulement une lutte pour le pouvoir, mais une guerre familiale à l'échelle européenne. Lefort, qui avait écouté en silence, laissa échapper un rire amer. Vous comprenez maintenant pourquoi ce secret ne peut pas être révélé. L'ordre mondial actuel repose sur les mythes que nous avons construits autour de ces événements. Antoine serra la lettre contre sa poitrine, son visage trahissant le conflit intérieur qui le déchirait. Mais n'avons-nous pas le devoir de dire la vérité? L'histoire ne devrait-elle pas être connue dans son intégralité? L'inspecteur Beaumont intervint, sa voix empreinte de gravité. Ce n'est pas si simple, professeur. Pensez aux conséquences. Des revendications territoriales pourraient ressurgir, des mouvements monarchistes pourraient gagner en puissance. Cela pourrait déstabiliser des nations entières. Le groupe se tut, chacun pesant le pour et le contre de la révélation de ce secret. Le soleil commençait à décliner, baignant Sainte-Hélène d'une lumière dorée qui contrastait avec la gravité de la situation. Soudain, un bruit de moteur rompit le silence. Un hélicoptère approchait, ses pales battant l'air avec force. Les renforts, annonça l'inspecteur Beaumont. J'ai contacté mes supérieurs dès que nous avons trouvé le coffret. Alors que l'hélicoptère se posait à proximité, Antoine prit une décision. Il se tourna vers ses compagnons, son visage reflétant une détermination nouvelle. Nous ne pouvons pas prendre cette décision seuls, dit-il. Ce secret appartient à l'histoire, pas à nous. Nous allons le confier à une commission internationale d'historiens et de diplomates. Qu'ils décident collectivement de la meilleure façon de gérer cette information. Lefort, qui avait été silencieux jusque-là, éclata soudain de rire. Vous êtes naïf, Durand. Pensez-vous vraiment que les gouvernements laisseront cette vérité éclater au grand jour? Ils feront tout pour l'étouffer. Marguerite s'avança, fixant Lefort d'un regard dur. C'est pourquoi nous allons nous assurer que l'information ne puisse pas être simplement enterrée. Nous allons créer des copies, les cacher en lieu sûr. Si jamais la commission décide de garder le secret, nous aurons un moyen de pression. Sophie hocha la tête avec enthousiasme. Nous pourrions même préparer un dossier à publier automatiquement si quelque chose nous arrivait. Une sorte d'assurance vie pour la vérité. Antoine considéra ces suggestions, sentant un poids se lever de ses épaules. Il n'était plus seul à porter ce fardeau. Ensemble, ils pouvaient s'assurer que la vérité serait traitée avec le respect et la prudence qu'elle méritait. Alors que les agents descendaient de l'hélicoptère, Antoine se tourna une dernière fois vers le rocher qui avait gardé le secret de Napoléon pendant près de 2 siècles. Il murmura, presque pour lui-même, « Nous avons résolu votre énigme, empereur. Maintenant, c'est à nous de décider comment l'histoire se souviendra de vous. » L'inspecteur Beaumont s'approcha, accompagné de plusieurs agents. « Professeur Durand, nous allons devoir vous demander de nous remettre tous les documents liés à cette affaire. Ils seront placés sous scellé en attendant la décision de la commission. » Antoine acquiesça lentement, tendant la lettre et le journal de Montalivet à l'inspecteur. Mais alors qu'il le faisait, son regard croisa celui de Sophie. Un message silencieux passa entre eux. Ils savaient que ce n'était pas la fin de leur quête, mais le début d'une nouvelle mission, protéger la vérité, quoi qu'il en coûte. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, teintant le ciel de Sainte-Hélène de rouge et d'or, le petit groupe quitta Longwood House. Ils laissaient derrière eux le lieu où un empereur déchu avait caché son dernier secret, mais il emportait avec eux le poids d'une vérité qui pourrait changer le monde. Le voyage de retour promettait d'être long et rempli de réflexions.
Que ferait la commission de cette information explosive? Comment s'assurer que la vérité ne serait pas étouffée? Et surtout, étaient-ils prêts à affronter les conséquences de leurs actions? Une chose était certaine, leur aventure était loin d'être terminée. Le chapitre de Napoléon était peut-être clos, mais celui qu'ils allaient écrire ne faisait que commencer. Le vol de retour vers Paris semblait interminable. Antoine, Sophie, Marguerite et l'inspecteur Beaumont étaient assis en silence, chacun perdu dans ses pensées, le poids de leur découverte pesant lourdement sur leurs épaules. Antoine regardait par le hublot, observant les nuages défiler sous l'avion. Il repensait à la lettre de Napoléon, aux implications vertigineuses de cette révélation. Son esprit d'historien était en ébullition, reconsidérant chaque événement, chaque décision de l'empereur sous ce nouvel éclairage. Sophie, assise à côté de lui, rompit finalement le silence. « Professeur, murmura-t-elle, pensez-vous que nous avons pris la bonne décision? En confiant tout à cette commission ?» Antoine se tourna vers elle, son visage trahissant son propre doute. « Je l'espère, Sophie. Mais nous devons rester vigilants. Comme l'a dit Marguerite, nous devons nous assurer que la vérité ne puisse pas être simplement enterrée. » De l'autre côté de l'allée, Marguerite les observait, son visage un masque de détermination. « J'ai déjà contacté quelques personnes de confiance, dit-elle à voix basse. Des historiens, des journalistes, des avocats. Nous allons créer un réseau, une sorte de garde-fou pour s'assurer que la commission agisse en toute transparence. » L'inspecteur Beaumont, qui avait écouté en silence, intervint. « Je comprends vos inquiétudes, mais n'oubliez pas les enjeux. Cette information pourrait déstabiliser des nations entières. Nous devons agir avec une extrême prudence. » Le reste du vol se déroula dans une atmosphère tendue, chacun réfléchissant aux actions à entreprendre une fois de retour à Paris. À leur arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, ils furent accueillis par une équipe de sécurité qui les escorta rapidement vers des voitures aux vitres teintées. Le convoi se dirigea vers un bâtiment gouvernemental anonyme dans le centre de Paris. À l'intérieur, ils furent conduits dans une salle de conférence où les attendaient plusieurs personnalités, des représentants du gouvernement français, des historiens renommés, et même quelques diplomates étrangers. Le ministre de la Culture prit la parole. « Mesdames et messieurs, ce que vous avez découvert est d'une importance capitale. Une commission internationale a été formée pour examiner ces documents et décider de la marche à suivre. Nous vous demandons votre entière coopération et votre discrétion absolue. » Antoine s'avança, son visage reflétant sa détermination. « Monsieur le ministre, nous comprenons l'importance de la discrétion. Mais nous insistons pour faire partie intégrante de ce processus. Cette vérité ne peut pas être cachée ou manipulée. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le ministre échangea un regard avec ses conseillers avant de répondre. « Très bien, professeur Durand. Vous et votre équipe serez consultés tout au long du processus. Mais comprenez bien que la décision finale appartiendra à la commission. » Les heures qui suivirent furent intenses. Antoine, Sophie et Marguerite durent relater en détail chaque étape de leur découverte, répondre à d'innombrables questions, et assister à des débats passionnés sur les implications de cette révélation. Tard dans la nuit, alors que la réunion touchait à sa fin, Antoine se retrouva seul dans un couloir avec Sophie et Marguerite. « Nous ne pouvons pas laisser cette vérité être étouffée, » murmura Sophie, la fatigue et l'inquiétude marquant son visage. Marguerite acquiesça. « J'ai une idée, dit-elle à voix basse. J'ai des contacts dans le monde de l'édition. Nous pourrions préparer un manuscrit, une sorte de récit de notre aventure, sans révéler le secret lui-même. Ce serait notre assurance. » Antoine réfléchit un moment avant de hocher la tête. « C'est risqué, mais nécessaire. Nous devons agir vite, avant que la commission ne prenne sa décision. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Entre les séances avec la commission et leurs efforts secrets pour préparer leur « assurance », Antoine, Sophie et Marguerite dormaient à peine. Une semaine après leur retour, alors qu'ils travaillaient tard dans l'appartement d'Antoine, transformé en quartier général improvisé, un coup à la porte les fit sursauter. Antoine ouvrit prudemment, pour découvrir l'inspecteur Beaumont, l'air grave. « Professeur, dit-elle, nous avons un problème. Le fort s'est échappé. » Le sang d'Antoine se glaça. « Comment est-ce possible? Il avait des complices au placé, expliqua Beaumont. Et ce n'est pas tout. Nous avons des raisons de croire qu'il a réussi à obtenir une copie des documents. » Sophie et Marguerite s'étaient approchées, leur visage reflétant l'inquiétude et la détermination. « Que faisons-nous maintenant? Demanda Sophie. Antoine regarda tour à tour ses compagnons, puis l'inspecteur Beaumont.
Il réalisa que le moment qu'il redoutait était arrivé. Ils allaient devoir agir, et vite, pour protéger la vérité et empêcher le fort de l'utiliser à des fins néfastes. Nous n'avons plus le choix, dit-il finalement. Nous devons révéler la vérité nous-mêmes, avant que le fort ne le fasse à sa manière. Marguerite sortit son téléphone. J'ai un contact à Le Monde. Nous pouvons avoir un article prêt pour demain matin. L'inspecteur Beaumont semblait partagé. Vous réalisez les conséquences de ce que vous vous apprêtez à faire? Antoine acquiesça gravement. Oui, mais c'est notre devoir envers l'histoire. Et envers Napoléon lui-même. Alors qu'il se mettait au travail, rédigeant frénétiquement l'article qui allait changer le cours de l'histoire, Antoine ne pouvait s'empêcher de penser aux mots de Napoléon. Le secret qu'il s'apprêtait à révéler allait ébranler le monde, mais c'était le prix à payer pour la vérité. Le chapitre se terminait ainsi, laissant le lecteur en haleine, anticipant les répercussions mondiales de cette révélation imminente et se demandant comment le monde allait réagir à cette vérité longtemps cachée sur l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire. L'aube se levait sur Paris, baignant la ville d'une lumière dorée qui semblait annoncer un nouveau chapitre de l'histoire. Dans les kiosques et sur les écrans du monde entier, les gros titres étaient unanimes, le secret de Napoléon révélé, l'histoire réécrite. Antoine Durand, debout devant la fenêtre de son appartement, observait la ville s'éveiller, conscient que rien ne serait plus jamais comme avant. À côté de lui, Sophie et Marguerite parcouraient frénétiquement les réactions en ligne, tandis que l'inspecteur Beaumont était au téléphone, gérant la crise qui ne manquerait pas d'éclater. C'est la folie, murmura Sophie, les yeux rivés sur son écran. Les réseaux sociaux s'enflamment, les experts s'affrontent sur les plateaux télé. Certains remettent en question l'authenticité des documents, d'autres parlent déjà de réécrire les manuels d'histoire. Marguerite hocha la tête, son visage trahissant un mélange de fierté et d'appréhension. Nous avons ouvert la boîte de Pandore. Maintenant, il faut gérer les conséquences. L'inspecteur Beaumont raccrocha son téléphone avec un soupir. Le gouvernement convoque une conférence de presse d'urgence. Ils veulent que vous y participiez, professeur Durand. Pour expliquer votre découverte et répondre aux questions. Antoine acquiesça lentement. Il savait que ce moment viendrait, mais cela ne le rendait pas moins intimidant. Très bien. Mais nous y allons ensemble. Cette découverte est le fruit de notre travail à tous. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Préparation de discours, briefing avec des conseillers en communication, et une avalanche d'appels de journalistes du monde entier. Au milieu de ce chaos, Antoine ne pouvait s'empêcher de penser à Napoléon, à ce secret qu'il avait emporté dans sa tombe et qui, maintenant, allait changer le cours de l'histoire. Lorsqu'ils arrivèrent au palais de l'Élysée pour la conférence de presse, une foule de journalistes et de curieux s'était massée devant les grilles. L'atmosphère était électrique, chargée d'anticipation et d'une pointe d'anxiété. Dans la salle de presse bondée, Antoine prit place derrière le podium, flanqué de Sophie, Marguerite et l'inspecteur Beaumont. Face à lui, une mer de visages attentifs et de caméras braquées. Il prit une profonde inspiration et commença, « Mesdames et messieurs, l'histoire que nous connaissions jusqu'à présent n'était qu'une partie de la vérité. Ce que nous avons découvert va au-delà d'un simple secret d'État. C'est une révélation qui nous oblige à reconsidérer non seulement l'héritage de Napoléon, mais l'histoire de l'Europe tout entière. » Pendant plus d'une heure, Antoine expliqua en détail leur découverte, répondant aux questions des journalistes avec patience et précision. Il souligna l'importance de la transparence historique tout en appelant à la prudence dans l'interprétation de ces nouvelles informations. Alors que la conférence touchait à sa fin, un journaliste posa la question que tout le monde avait à l'esprit, « Professeur Durand, comment pensez-vous que cette révélation va affecter les relations internationales et la stabilité politique en Europe ?» Antoine échangea un regard avec ses compagnons avant de répondre, « L'histoire n'est pas figée. Elle évolue avec notre compréhension du passé. Cette révélation ne change pas qui nous sommes aujourd'hui, mais elle nous offre une nouvelle perspective sur notre passé commun. C'est une opportunité de renforcer nos liens, de comprendre nos origines partagées, plutôt qu'une raison de raviver d'anciennes querelles. » Dans les jours et les semaines qui suivirent, le monde fut secoué par cette révélation. Des débats passionnés éclatèrent dans les parlements, les universités et les médias du monde entier. Certains pays européens virent ressurgir des mouvements monarchistes, tandis que d'autres appelaient à une réévaluation complète de leur histoire nationale. Antoine, Sophie et Marguerite furent sollicités de toutes parts, invités à des conférences, des émissions de télévision et des colloques internationaux. Leur vie avait été complètement bouleversée, mais ils restaient déterminés à guider le débat public vers une compréhension nuancée de cette nouvelle réalité historique. Un mois après la révélation,
alors qu'il prenait un moment de répit dans un café parisien, Sophie posa la question qui les taraudait tous, et maintenant? Que allons-nous faire? Antoine regarda ses compagnons, ses amis qui étaient devenus sa famille au cours de cette incroyable aventure. Nous avons encore du travail. Il faut s'assurer que cette vérité soit correctement intégrée dans les livres d'histoire, qu'elle soit enseignée avec sagesse et perspective. Marguerite acquiesça. Et nous devons rester vigilants. Le fort est toujours en fuite, et qui sait quels autres secrets l'histoire pourrait encore cacher. L'inspecteur Beaumont, qui les avait rejoints, ajouta, la traque de Lefort continue. Mais grâce à vous, il a perdu son principal atout. La vérité est maintenant connue de tous. Alors qu'ils trinquaient à leur aventure et à l'avenir incertain qui les attendait, Antoine ne put s'empêcher de sourire. Ils avaient changé le cours de l'histoire, mais leur quête de vérité ne faisait que commencer. Le soleil se couchait sur Paris, baignant la ville d'une lueur dorée qui semblait prometteuse. Dans les rues, les gens continuaient leur vie, discutant avec animation de cette révélation qui avait secoué le monde. L'histoire avait été réécrite, mais l'avenir restait à écrire. Antoine regarda une dernière fois ses compagnons avant de se lever. « Allons-y, dit-il avec un sourire déterminé. Nous avons encore beaucoup à faire. » Alors qu'ils quittaient le café, prêts à affronter les défis qui les attendaient, ils savaient une chose avec certitude, leur aventure avait peut-être commencé avec le secret de Napoléon, mais elle ne s'arrêterait pas là. Car l'histoire, comme ils l'avaient appris, est un livre toujours ouvert, attendant d'être lu, compris et parfois même réécrit. Fin.